Imaginez un instant. Que se passerait-il si des machines, en partant de zéro, pouvaient inventer leur propre langue? Pas en apprenant une langue qui existe déjà. Non, non, pas du tout. Vraiment en créant des mots, des concepts, des significations, de A à Z, sans aucune intervention humaine. Un peu comme des enfants qui découvrent le monde et qui doivent se mettre d'accord sur comment en parler. C'est exactement ça. Et cette idée, qui paraît un peu folle, elle est au cœur d'une expérience absolument géniale. On va parler aujourd'hui du livre de Luke Steels, The Talking Heads Experiment. Les têtes parlantes. Oui, et le titre est à prendre de façon très très littérale, on va vite le voir. Tout à fait. Et donc, notre mission dans cette discussion, c'est de décortiquer un peu cette expérience, Oui, de comprendre comment ce groupe de têtes parlantes robotiques qui sont dispersées partout dans le monde. va pu créer un vocabulaire et des significations partagées. Et le plus fou, c'est qu'ils ont fait ça juste en jouant à des jeux. On va explorer comment le langage peut émerger de ce qui ressemble, au départ, à un chaos total. C'est une plongée fascinante dans les origines du sens, de la communication, mais à travers des yeux, artificiels. Pour voir si une culture, même toute simple, peut naître de rien. Alors, commençons par le début. La configuration de l'expérience. Le décor. Oui, le décor. Et c'est déjà assez surprenant. Il faut s'imaginer des caméras robotisées. Montées sur des trépieds, capables de bouger, de regarder autour d'elles. Mais on n'est pas dans un labo stérile ou une usine. Pas du tout. Elles sont installées dans des lieux publics. Comme des galeries d'art, oui. À Anvers, Paris, Tokyo. Et qu'est-ce qu'elles regardent? Quelque chose de très, très simple. Un tableau blanc avec dessus des formes géométriques. Des carrés, des cercles de différentes couleurs. Et là, il y a une précision qui est cruciale. Ces têtes parlantes, ce ne sont pas juste des robots physiques. Ah non. Le cœur du système, ce sont des agents logiciels. Chaque agent est un programme, un esprit, si on veut, qui tourne sur un serveur. D'accord. Et cet esprit, il peut se téléporter via Internet pour habiter différents corps robotiques à différents endroits du monde, juste le temps d'une conversation. Cette idée de téléportation est assez dingue quand on y pense. Oui, un agent observe une scène à Paris et hop, la seconde d'après, il est à Bruxelles pour parler à un autre agent. Son expérience, elle n'est pas liée à un seul corps. C'est ça. Mais le point fondamental, c'est vraiment que leur langage, leur concept, rien de tout ça n'est préprogrammé. Absolument rien. Tout doit émerger de leurs interactions. De leur conversation, en somme. Exactement. Et leur monde, ce tableau blanc avec des formes simples, Carré, cercle, différentes couleurs, taille, position. il est volontairement simple pour que l'expérience soit contrôlable. Le but, c'est de voir s'ils peuvent, par eux-mêmes, développer une langue pour décrire ce qu'ils voient. Donc, est-ce qu'ils peuvent se mettre d'accord sur ce que veut dire rouge ou à gauche? Sans que personne ne leur ait jamais appris, juste en se basant sur cette réalité physique qu'ils partagent. C'est ce qu'on appelle un langage ancré, grounded en anglais. D'accord, le décor est planté. Mais la grande question, comment est-ce qu'ils apprennent? Ils n'ont pas de prof, pas de livre? Ils apprennent en jouant, c'est là que ça devient vraiment intéressant. Le moteur de toute l'expérience, c'est un jeu que l'auteur appelle le jeu de la devinesse, le guessing game. D'accord. Et en quoi ça consiste? Les règles sont d'une simplicité, presque désarmante. Mais c'est ce qui fait leur force. Il y a deux agents. Le premier, c'est le locuteur. Celui qui parle. Voilà. Il choisit un objet sur le tableau, le sujet. Et sa tâche, c'est de donner un indice verbal à l'autre agent, l'auditeur. Pour l'aider à deviner de quel objet il s'agit. C'est ça. Et il fait ça en utilisant leur langue émergente. Et cet indice, ce mot, il ne sort pas d'un dictionnaire qui existe déjà. Non, justement. Le locuteur l'invente s'il n'a pas de mots pour le concept qu'il veut exprimer. Par exemple? S'il y a un carré rouge, un cercle bleu, un triangle vert, et qu'il veut désigner le carré rouge, il pourrait inventer le mot Malewina. D'accord. L'auditeur entend Malewina et doit essayer de deviner à quel objet ça correspond. Il pointe sa caméra vers l'objet qu'il pense être le bon. Et si c'est le bon? Si c'est le bon, le jeu est un succès. La communication a fonctionné. Et les deux agents renforcent l'association entre le mot Malewina et le concept qu'il représente. Attendez, mais si l'auditeur se trompe, le jeu échoue. Et intuitivement, on se dit que c'est une mauvaise chose, non? Ah, mais c'est là toute l'astuce. Comment un système peut progresser en se basant sur des erreurs constantes? Ça semble très inefficace. C'est contre-intuitif, oui. Mais c'est le cœur du système. L'échec n'est pas une défaite. Il est informatif. C'est-à-dire? Dans un jeu où on est en compétition, l'échec, c'est mauvais. Mais ici, le jeu est coopératif. Ah oui. Les deux agents ont le même but,
réussir à communiquer. Donc, si l'auditeur se trompe, le locuteur ne dit pas « perdu ». Au contraire, il l'aide. Il pointe sa propre caméra vers le bon objet. Ah, d'accord. Donc l'auditeur reçoit une information capitale. Exactement. Il sait que ce mot qu'il ne connaissait pas, Malewina, devait faire référence à cet objet-là, au carré rouge. Il a un exemple concret. Précisément. Et à ce moment-là, l'auditeur peut raisonner. Il peut analyser le sujet, le carré rouge, et essayer de déduire ce qui le rendait unique dans cette scène. C'était peut-être sa couleur, sa forme, sa position. Voilà. Il peut alors créer une hypothèse dans son propre lexique. Malewina veut peut-être dire rouge ou peut-être carré. Et lors des jeux suivants, il va tester cette hypothèse. L'échec n'est pas punitif. C'est le moteur de l'apprentissage. C'est ce qui permet au lexique de s'aligner petit à petit. Exactement. D'accord, le jeu explique comment ils associent un mot à un objet. Mais il y a un truc qui m'échappe encore. Pour qu'ils puissent même jouer à ce jeu, il faut bien qu'ils aient déjà un concept de carré rouge dans leur tête. Bonne question. D'où vient ce concept, au départ? Ils ne peuvent pas partir de rien, si. C'est la question fondamentale. Et ce qui est fascinant, c'est le processus en plusieurs étapes. Il faut comprendre que les agents ne voient pas des formes comme nous. Ah non? Comment ils voient, alors? Ils reçoivent des données brutes, des signaux continus. Le livre appelle ça des canaux sensoriels. Par exemple, un canal pour la position horizontale, un pour la saturation de la couleur rouge, un pour la taille. Donc au départ, c'est juste un flux de chiffres, pas de forme ou de couleur. Exactement. La toute première étape, c'est la perception et la catégorisation. L'agent doit apprendre à découper ces données continues en catégories discrètes. À créer des boîtes, en quelque sorte? C'est une bonne image. Prenons le canal de la position horizontale. Au début, c'est juste une ligne de valeur, de 0 à 1. Pour communiquer, l'agent a besoin de créer des distinctions. Il a besoin de séparer les choses. Voilà, il peut apprendre à couper cette ligne en deux. Tout ce qui est en dessous de 0.5, il va le classer dans une nouvelle catégorie, et tout ce qui est au-dessus, dans une autre. Et c'est comme ça qu'émergent les concepts gauche et droite. C'est exactement ça. Ils construisent leur propre arbre de discrimination pour chaque canal sensoriel. Mais qu'est-ce qui les pousse à faire ça? À créer une nouvelle division? Juste le fait de rater un jeu? Oui, précisément. Si un agent n'arrive pas à distinguer deux objets proches, disons un rouge clair et un rouge foncé, et que ça fait échouer un jeu, L'échec est un signal. c'est le signal. Il déclenche la création d'une nouvelle branche dans son arbre. Il va couper sa grande catégorie rouge en deux sous-catégories, peut-être rouge clair et rouge foncé, pour affiner sa perception. C'est le besoin de communiquer qui force la perception à devenir plus précise. Tu as tout compris? Donc, ils ne font pas que mettre des étiquettes sur des boîtes qui existent déjà. Non? Ils créent les boîtes elles-mêmes au fur et à mesure de leurs besoins. Voilà. Et la deuxième étape, c'est la lexicalisation. Ça se passe en même temps. D'accord. Une fois qu'une catégorie a été créée et qu'elle s'avère utile, par exemple bas sur le canal de la position verticale, l'agent lui associe un mot qu'il invente, comme « lu ». D'accord. Et le point clé, c'est que ces deux processus sont inséparables. Ils construisent leur vision du monde et le dictionnaire pour la décrire. En même temps. La pensée et le langage se construisent mutuellement. C'est ça. Le langage n'est pas une surcouche qu'on plaque sur une pensée déjà formée. C'est une coévolution en fait. Leur manière de penser le monde et leur manière d'en parler grandissent ensemble, l'une poussant l'autre. Parfaitement résumé. Ça, c'est pour un agent tout seul, mais on a une population entière d'agents. Logiquement, ça devrait être la tour de Babel, non? Ah oui, c'est un risque. Un agent utilise FEPI pour dire rouge, un autre invente ZU pour le même concept. Comment un langage commun, un langage cohérent peut émerger de cette cacophonie? C'est une excellente question et ça touche à la dynamique de groupe. La réponse, c'est un principe très puissant, l'auto-organisation. L'auto-organisation? Il ne faut pas voir le langage comme un dictionnaire que tout le monde doit apprendre, mais plutôt Comme un écosystème. un écosystème. Oui. Et dans cet écosystème, les mots sont en compétition les uns avec les autres pour exprimer un même concept. Donc, on assiste à une sorte de darwinisme linguistique en temps réel. Le mot le plus apte survit. C'est exactement ça. Il y a un cimetière de mots oubliés pour chaque concept qui a réussi à se stabiliser. Comment ça marche, concrètement? Imagine que pour le concept rouge, tu as les mots FEPI et XU qui existent dans la population. D'accord. À chaque fois qu'un agent doit parler d'un objet rouge, il en choisit un. Si le jeu réussit, le mot utilisé est renforcé. Sa valeur augmente, chez le locuteur et chez l'auditeur. C'est un retour positif. C'est ça. Et ça crée une dynamique de « le gagnant emporte tout ». Winner take all. Exactement. Plus un mot est utilisé avec succès,
plus il a de chances d'être réutilisé. Un petit avantage au début peut créer un effet boule de neige. Et à la fin, un mot domine et devient la norme. Et les autres, les synonymes? Ils tombent en désuétude, ils disparaissent. Mais est-ce que ça veut dire que la langue choisit toujours le meilleur mot, le plus efficace? Pas forcément, et c'est ça qui est fascinant. Parfois, un mot peut dominer juste par hasard. Ah oui? Oui, parce qu'il a eu un peu plus de succès au tout début. C'est un phénomène qu'on observe aussi dans les langues humaines. Ce n'est pas toujours le mot le plus logique qui survit. C'est celui qui a atteint une masse critique d'utilisation. Voilà. Le langage est donc à la fois un outil d'optimisation et le produit d'accidents historiques. Un peu comme les réseaux sociaux. C'est une bonne analogie. Tendus qui viennent des perspectives différentes. On a dit que les robots ne sont pas au même endroit, leur vision de la scène n'est pas identique. Et ces malentendus, ils ne sont pas un bug. Ah non? Non, ils sont une fonctionnalité. C'est essentiel pour affiner le langage. Prenons l'exemple de gauche et droite. D'accord. Un objet qui est clairement à gauche pour l'agent 1. Peut se trouver dans la zone droite pour l'agent 2. Exactement. Donc, l'agent 1 dit son mot pour gauche, mais pour l'agent 2, ce mot ne correspond à rien d'évident, ou pire, il correspond au mauvais objet. Et le jeu échoue. Voilà. Et on revient à l'échec comme moteur. Encore une fois. Oui, cet échec est une information précieuse. Il signale que le langage actuel, basé sur des concepts absolus comme gauche, n'est pas assez précis pour cette situation. Il faut plus de détails. Ces échecs répétés forcent les agents à développer un langage plus riche, plus contextuel. Ils sont poussés à combiner des mots qu'ils connaissent déjà. Pour créer des significations plus précises, comme à gauche du carré bleu, au lieu de juste à gauche. Précisément, ils inventent une forme de grammaire simple. Ils apprennent à construire des relations. Le langage devient plus robuste, plus expressif, non pas malgré ses imperfections initiales, mais grâce à elles. Chaque malentendu, c'est une pression de sélection qui pousse le système vers plus de complexité. Alors, si on prend un peu de recul sur tout ça, qu'est-ce que ça signifie? Ça remet en question pas mal d'idées reçues. Oui, j'ai l'impression que ça remet en question l'idée d'un langage comme une structure rigide, une sorte de grammaire universelle innée, comme on l'a parfois pensé. Tout à fait. Ça le présente plutôt comme un système adaptatif complexe, un organisme vivant, en constante évolution. Qui se construit et se sculpte par l'usage, par les besoins de la communication. Et si on connecte ça au monde de l'intelligence artificielle, c'est une approche radicalement différente de l'IA qu'on pourrait appeler traditionnelle. Oui. C'est même une philosophie opposée à celle des grands modèles de langage actuels, les fameux LLMS. Ah, c'est intéressant ça. Bien sûr, ces modèles apprennent sur des données humaines, donc il y a cette idée d'émergence à partir de statistiques, de patterns. Mais les Talking Heads vont beaucoup plus loin. Oui, beaucoup plus loin. L'expérience des Talking Heads ne se contente pas d'apprendre sur une langue qui existe déjà. Elle l'invente. À partir d'une réalité physique partagée. C'est ça la différence fondamentale. C'est la différence entre apprendre à lire toute la bibliothèque d'Alexandrie et apprendre à écrire le tout premier livre. Et les LLMS sont des maîtres de la première tâche. Absolument. Cette expérience, elle, explore la seconde. Elle touche à l'origine du sens lui-même, en le reliant au monde physique. C'est un des plus grands défis pour l'IA d'aujourd'hui. Pour conclure, alors arrêtons-nous sur une dernière pensée. Allons-y. Cette expérience a montré que les concepts, que le langage des agents étaient entièrement façonnés par leur histoire, par leurs interactions, par leur environnement. C'est vrai. Leur réalité conceptuelle n'était pas universelle, c'était le produit unique de leur parcours collectif. Alors, la question qui reste en suspens, c'est si ces systèmes informatiques, somme toute assez simples, peuvent développer des réalités conceptuelles différentes, juste en fonction de leur histoire, Oui, qu'est-ce que cela suggère sur la façon dont nos propres langues humaines, avec leur richesse et leur diversité bien plus grande, façonnent non seulement notre communication, mais aussi nos cultures, nos philosophies et nos perceptions profondément distinctes du monde?